Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal d'avoir peur de prendre la parole quand on est une femme? Bonne écoute. Bonjour. Bonjour Sophia. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit une invitée, Alexandra. Et oui, on reçoit Manon. Bonjour Manon. Hello, ça va? Et on est super contente de t'avoir avec nous. On te remercie de nous avoir contactés pour participer au podcast. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tous les gens qui écoutent, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Manon, je suis formatrice podcast et médias. Donc en fait, j'accompagne notamment les projets podcast, que ce soit naissants ou ceux qui sont en place. Du coup, en parallèle, j'interviens aussi dans les établissements scolaires pour sensibiliser à tout ce qui est fake news, esprit critique et inciter les jeunes à faire leurs propres recherches. Je travaille beaucoup sur la question du coup de la parole, de l'espace de parole de la femme, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui notamment. Avec nous, du coup on est trois nanas maintenant. On est Voilà. trois nanas, Voilà. on est trois nanas qui parlons, mais il y en a Ouais. d'autres qui ne parlent pas, qui n'osent pas, qui ont peur. Et on va aborder tous ces sujets-là aujourd'hui avec Manon. Est-ce que tu peux déjà vouloir accompagner des personnes qui ont peur de prendre la parole en public, notamment des femmes? Ça devient d'où? Est-ce que c'est une expérience personnelle que tu as combattu et donc maintenant tu as envie de montrer le chemin, ou est-ce que c'est vraiment par envie et par les gens que tu as croisés peut-être? C'est intéressant, je pense que de manière générale, j'ai jamais eu trop de mal à prendre la parole, à m'exprimer. Je pense que bien sûr, il y a eu des périodes dans ma vie où il y a eu de l'autocensure. Et puis, de manière générale, je pense que, enfin, on parlera plus tard des chiffres, mais je pense qu'on est un peu toutes à se censurer à des moments donnés, à pas vouloir poster certaines choses parce qu'on a peur du regard des autres, etc. Mais je pense que c'est plutôt de l'observation de quand je me suis lancée notamment à mon compte, parce qu'avant je travaillais à la radio et je travaillais déjà dans une radio qui était engagée sur ce créneau-là, donc sur la question des femmes et de faire des émissions qui parlent d'égalité homme-femme. Et donc du coup, après, quand je me suis lancée, j'ai remarqué qu'en fait, c'était une problématique générale, le fait de ne pas oser prendre la parole. Je pense que ça a été mes premiers appels découvertes. J'avais du mal à comprendre en fait pourquoi on prenait des appels découvertes avec moi, mais pourquoi derrière, il n'y avait pas ce passage à l'action. Tu peux préciser ce qu'est un appel découverte, s'il Oui, te plaît? l'appel découverte, du coup, c'est parce que j'ai ma formation qui accompagne les projets podcast sur 3 mois, donc les femmes qui veulent se lancer. Et du coup, je fais un premier appel d'abord pour savoir si la formation peut leur convenir. Et je remarquais beaucoup que, ouais, je suis super intéressée. Et puis en fait, derrière, plus rien. Et la difficulté de passer à l'action est très difficile. Et même sur mes premières clientes, j'ai pu voir que l'idéation, préparer le podcast, etc., aucun souci. Mais le moment de passer à l'action et de s'enregistrer, c'est très difficile. Ouais, c'est ça, c'est dans la tête, la création de l'idée, ça va. Et il y a l'envie, en fait. L'envie est là, et par contre, c'est le passage à l'action qui... C'est ça. Peu importe le sujet, en fait. C'est pas parce que ça touche des sujets compliqués ou sensibles. C'est le fait de parler, déjà, tout court. Ouais, il y a deux choses, c'est bien que tu l'abordes parce qu'il y a le fait d'être visible. Donc ça, c'est une grosse problématique, la peur de la visibilité, mais en même temps, je peux pas nous blâmer parce qu'il y a des vraies conséquences sur la toile, on peut les voir, les harcèlements, etc. C'est des choses qui existent. Donc il y a cette peur de la visibilité. Et il y a la peur de s'exprimer sur des sujets qui peuvent être un peu plus clivants ou d'assumer complètement son message. Et donc du coup, au-delà du podcast, moi j'accompagne beaucoup sur la communication, sur le fait d'avoir un message fort et impactant. Parce que je remarque beaucoup dans la communication qu'on reste en surface parce qu'on n'a pas, on a envie que tout le monde nous aime bien et on a peur d'aller, d'avoir des haters, Et de monter au front, oui, et de se diviser. montrer, ouais. Et en même temps, c'est comme ça aussi que tu peux voir que ta parole compte. C'est parce que tu divises les populations qui sont d'accord ou pas avec toi. Et donc, tu lances un vrai sujet, tu lances un vrai débat. Après, oui, c'est être porteuse de ce message-là et de l'assumer seule. Est-ce que
Il n'y a pas des femmes qui se regroupent pour parler de sujets compliqués? Est-ce que c'est pas aussi une solution que tu peux proposer, toi? Oui, c'est tout à fait possible et c'est vrai que sur ce que tu dis, c'est super intéressant. Attends, reformule la phrase juste avant. J'étais là, Waouh, alors je vais pas m'en attends, Le souvenir. fait que c'était les quoi femmes l'idée? puissent se regrouper pour en parler ensemble et que Pour du coup, être moins toutes seules, quoi, moins toutes isolées seules. et peut-être se sentir plus fortes parce elles étaient plusieurs, quoi. Et c'est pour ça, du coup, enfin, c'est déjà quelque chose que je propose. Alors, Bah voilà, super. l'accompagnement, déjà, j'accepte que 6 femmes parce que j'aime bien Mm. l'idée de créer une espèce d'osmose et parce qu'il y a quelque chose dans la sororité qu'on ne peut Mm. pas expliquer. Ouais. Et que les filles, elles sont là, elles s'encouragent. Il y a un espèce de co-développement, en fait, des projets et une communauté en parallèle que j'ai créée et qui permet, pareil, entre créatrices, de pouvoir monter en compétences, de se sentir en sécurité aussi, parce que bah, parfois dans des environnements mixtes, on ne se sent pas toujours à l'aise de prendre la parole, Mm. parfois on n'a pas toujours la place de prendre la parole, donc je trouvais que c'était important de proposer ce genre d'espace en non-mixité. Et tu as eu des retours du fait d'accompagner que des femmes? Très peu sur ça. Oui, j'ai déjà eu des ah c'est dommage. Enfin, Mm. en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que je me ferme pas des portes euh, sur des projets individuels. Par exemple, s'il y a des projets qui m'intéressent, c'est juste que moi je veux mettre en avant la parole des femmes et ces problématiques et mettre en lumière aussi ces problématiques qui existent et dont on parle peu et qui nous impactent au quotidien. Ouais. Est-ce Et que... Ouais, vas-y, j'y vais. oui, vas-y. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'âge des femmes qui te contactent en fait. Est-ce que c'est plutôt quelle tranche d'âge? Et parce que moi, j'ai une fille de 20 ans et qui Mm, est très libérée dans la parole et pareil, qui est très investie dans la défense des droits des femmes de manière mm, générale en France et ailleurs. Et je trouve elle a peu de problèmes en fait à exprimer ses opinions et j'ai l'impression que c'est une génération qui est un peu plus investie et quand ils ont envie, ils ont peut-être moins de freins que des générations avant, mm. de mon âge, à justement exposer le problème des femmes, des droits des femmes. Donc je voulais savoir si justement, qui te contactait en fait. Bah, effectivement, alors en grande majorité, la cible se situe à partir de 40 ans. Mm. Parce que effectivement, bah, en plus, il faut parler de la représentation en fait qu'on avait à l'époque, hein, même en allumant la télé, etc. C'était les seuls médias qu'on avait, donc il y a peu de femmes en fait Mm. qui étaient animatrices, journalistes, et quand elles l'étaient, elles étaient quand même reléguées à des rôles. On a vu récemment pas mal de compilations qui tournaient sur comment les femmes étaient traitées à la Mm. télé. Donc ça fait peur et de prendre cet espace. Et je pense qu'effectivement, peut-être nos générations, on a compris aussi que parfois, c'est pas tant le fait de se mettre soi en avant, mais c'est le fait d'incarner un message Mm. et qu'on est juste porteuse d'un message. Et donc, pour l'incarner, il faut être visible. Mais c'est sûr, ça fait peur. Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que je pense que vraiment le rapport est différent justement. Puis je pense que l'utilisation des différents médias que moi j'avais pas, par exemple quand Mm, j'étais jeune, fait que on s'ouvre plus aux autres aussi et en tout totalement. cas on peut être au courant de plus de problèmes qu'il y a et pouvoir communiquer plus facilement aussi entre femmes notamment. Mm. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que de manière générationnelle, derrière, on a la génération Z qui, elle, au contraire, ne se montre pas du tout. Mm. Et par exemple, sur Instagram, ils postent pas du tout de photos. Enfin, c'est une culture qui est carrément différente et qui est à contre-courant. Mm. Donc, je pense que ça touche toutes les femmes de toutes les tranches d'âge. C'est juste que peut-être que nous, on est un petit peu plus habitués à effectivement utiliser les réseaux sociaux, communiquer, faire des stories, etc., où on est plus à l'aise avec ça. Je dirais peut-être plus à l'aise avec ça. Et, alors que bah, pour d'autres générations, c'est inconfortable. Ouais, ouais. Mm. Et elles en sont où dans leur vie, ces femmes-là qui décident de prendre la parole? Elles en sont où à 40 ans? C'est peut-être parce que les enfants sont partis de la maison, qu'elles ont enfin une forme de liberté. Elles en sont où? C'est quoi le déclic qui se dit, tiens, aujourd'hui je vais Aujourd'hui, parler de ça? Ou je vais parler. Aujourd'hui je vais parler. Point. je pense qu'il y a plusieurs déclics, mais moi, le déclic que j'aime bien, c'est
quand ça fait longtemps que le projet il est sous-jacent et que ça fait, moi, j'ai des clients, ça faisait 10 ans qu'elles avaient envie de faire un podcast ou qu'elles avaient envie de faire un média et donc du coup elles viennent à moi, elles me disent c'est bon, là je pense que c'est le fait aussi de voir que ça prend de l'ampleur, le podcast, qu'il y a de plus en plus de modèles, de femmes qui se lancent, etc. Et c'est le bon poste au bon moment, je pense, qui leur fait se dire mais là c'est bon, pourquoi pas moi en fait. Oui, puis on cherche pas forcément, enfin comme nous, pas forcément à en vivre. Il y a aussi le fait Oui. de vouloir parler elles peuvent très bien garder leur métier, c'est pas forcément une reconversion professionnelle non plus pour elles en fait, mais en tout cas peut-être l'envie de dire quelque chose. Et effectivement, je pense qu'il y en a qui arrivent aussi à l'âge où elles vont peut-être se séparer de leur conjoint. Enfin, il y a une espèce parfois de reprise de liberté du fait que les enfants grandissent ou de retomber dans du célibat qui fait que ça leur donne peut-être des ailes quelque part, mais qu'il leur manque encore un petit coup de pouce pour franchir la dernière étape et ça peut être toi quoi. Oh, l'image des quarantenaires que tu as donnée là. Ben justement, moi je pense à une idée de podcast où j'ai 50 ans et je suis très bien et je vis très bien et je pense que c'est important. Non mais les enfants quand ils grandissent et qu'ils commencent à prendre leur envol, tu récupères du temps aussi dans ta vie. Et du coup, il y a plein de projets. Je suis pas étonnée. Du divorce, du machin. T'as parlé des enfants qui partent. On sait bien, Mais c'est pas forcément des mauvaises nouvelles tout ça. Mais oui, mais pour l'instant, laisse-les croire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on se réduit, enfin, la société réduit notre espace de parole déjà quand on est dans une relation et que tout passe par le prisme des hommes, encore de se dire. Ça arrive encore ça. Ouais. Ah Ouais. D'accord. Je pense que c'est. Oui. En plus, aujourd'hui, il y a trop de contenus qui naissent justement très masculins, ce genre de propos qui reviennent. Et bien sûr, ça existe. Et puis, je pense que c'est inconscient. En fait, on nous apprend tellement à être dans le soin, à l'écoute des autres, en tant que femme, que du coup, on adopte ces comportements dans des relations. Et on s'en rend pas forcément compte. Et puis un jour, effectivement, on se retrouve célibataire, on se dit ah, j'ai peut-être un petit peu trop pris soin des autres et pas assez de moi. Exactement. Et on récupère du temps pour soi et l'envie de. Et ce qui n'empêche pas, parce que le podcast, il y a quand même une ouverture aux autres en fait. Donc tu continues un peu dans cette lignée de vouloir aussi prendre soin des autres, mais en faisant quelque chose qui te correspond et qui te permet de prendre soin de toi aussi, quoi. Totalement. Est-ce qu'il y a des thématiques précises qui reviennent souvent chez les femmes qui veulent ouvrir un podcast, parler leur divorce? Alors, moi, j'accompagne surtout les entrepreneuses donc, qui veulent créer ce qu'on appelle un podcast d'entreprise, un podcast natif. Donc, l'idée, en fait, c'est plutôt ici sur un plan de communication d'aller améliorer la communication et donner de la profondeur qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on a parfois des réels de 2 secondes, c'est frustrant. Donc, l'idée, c'est d'aller créer une connexion. Et les projets sont assez divers, mais c'est beaucoup dans le développement personnel. J'ai accompagné des projets sur l'anxiété, la dépression, sur tout ce qui est coaching aussi de vie, etc. Parentalité aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup ces thématiques qui reviennent. D'accord. C'est intéressant, moi je trouve. Et celles qui n'ont pas osé franchir le pas, est-ce que tu arrives à les convaincre? Et si oui, comment tu arrives à leur faire passer le cap en fait? C'est super compliqué comme positionnement parce que je pense que si elles passent pas encore le cap, c'est qu'elles n'ont pas encore eu le déclic. Et malheureusement, je peux pas faire ce travail-là à leur place. Par contre, j'essaye au maximum dans ma communication d'aller bousculer ça en fait et de les faire réfléchir et de leur faire prendre conscience que c'est un problème en fait de ne pas vouloir prendre la parole et de ne pas oser faire quelque chose qui nous tient à cœur, de ne pas oser lancer un projet qu'on a envie de lancer depuis vraiment 10 ans, 2 ans, quelques mois. Donc c'est amener à cette réflexion via la communication, mon podcast, etc. Maintenant, le déclic, s'il ne se crée pas, je ne peux pas les forcer parce que sinon, elles vont être complètement mal à l'aise quand elles vont le faire et si elles ne sont pas prêtes, elles vont lâcher en fait. Mais c'est sûr que c'est pour ça que j'aime bien dire que je ne suis pas juste formatrice, mais coach et que je m'appelle coach média. Tu les accompagnes, tu les rassures, tout ça. Exactement. C'est les tenir par la main jusqu'à la sortie du projet et qu'elles aient une structure, qu'elles savent comment y aller, etc. Parce qu'en soi, tout ce qui est technique, etc., ça peut s'apprendre assez facilement pour le podcast. Mais généralement,
En fait, c'est tout ce qu'il y a derrière de l'idéation, de comment construire le projet un peu plus en profondeur, d'être accompagné pour vraiment se lancer, quoi. Oui, puis de savoir où elles peuvent aller en fait. Parce que je pense qu'entre l'idée d'avoir envie de parler de quelque chose et puis nous, enfin, quand à un moment il faut décider de la fréquence, retrouver des sujets, avoir des invités, ça demande quand même tout un investissement qui passe au-dessus de juste j'ai envie de parler en fait. Donc, et je pense que ça, tu as les tenants et les aboutissants aussi que tu peux leur présenter à ce moment-là. Bah ouais, c'est totalement ça, parce que c'est vrai que parfois on se dit ok, j'ai une idée, mais l'idée elle n'est pas assez poussée en fait. Donc c'est aller vraiment pousser un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut exploiter dans cette idée et comment choisir des angles qui vont être percutants, qui vont durer aussi. Plutôt que de se dire, ah bah vas-y, je lance un podcast, je sais pas, sur le stress. Et puis en fait, au bout de 3 épisodes, j'ai fait le tour, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler ta page Instagram? Parce qu'elle est très intéressante. En effet, tu es un peu rentre dedans pour faire bouger les lignes. Moi, j'adore. Est-ce que tu peux la rappeler pour les auditeurs qui seraient intéressés? Oui, c'est Ta Coach Média, tout attaché. Ta Coach Média. Les auditeurs, auditrices, excusez-nous, aujourd'hui, les garçons, vous n'êtes pas concernés. On est plus... Bon, après, ils peuvent aller voir, mais aujourd'hui. Ouais, mais on est plus dans la sororité quand même. Et puis, je pense que c'est important aussi pour les hommes d'écouter ce genre de podcast et de comprendre, en fait, l'impact que ça a. Peut-être que vos femmes ne partiront pas quand elles auront 40 ans, si vous les comprenez. Non, mais il y a vraiment toute une réflexion là-dessus quand même très importante. Voilà. Et on revient au sujet basique, mais qui a la carrière, qui s'occupe des enfants, qui s'assoit sur certaines idées, parce qu'il y a d'autres priorités à ce moment-là familiales. Voilà, c'est quand même... je trouve que ça évolue quand même. Ça évolue, mais ça évolue pas très très vite quand même. Oui, puis c'est aussi, je pense que ça soulève aussi la question de la prise de la place en fait. Et dans l'espace de manière générale, parce que pour moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou dans l'espace médiatique, c'est qu'une représentation de ce qui se passe déjà dans la société et donc par ricochet dans les couples aussi. Donc c'est-à-dire que parfois on se rend pas compte à quel point il y a une prise de place qui est plus importante que celle des femmes. Et ça, une fois, je suis intervenue en école, dans une classe au collège, et du coup, j'ai fait une intervention sur la place de la femme dans les médias, etc. Et ce qui est marrant, c'est que la prof a compté le nombre de fois où les garçons prenaient la parole, que ce soit en levant la main ou pas, d'ailleurs, et le nombre de fois où les filles prenaient la parole. Et sur une demi-heure, les filles n'ont pris que 5 fois la parole, et les garçons, ça s'élevait à 40-50 fois. Ah oui. Ah mais ça, je valide, parce que il faut casser complètement le mythe des pipelettes filles. Moi, je suis en classe, et les pipelettes, c'est les garçons. Et en fait, ils prennent beaucoup de place et beaucoup d'espace déjà tout petit en fait. Et il y a vraiment une vraie différence à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que c'est le mythe quand même des filles qui discutent. Et en fait, pas du tout. Les garçons sont beaucoup plus pipelettes que les filles. Et en plus, j'irai plus loin, c'est que les garçons interrompent en fait. Ils prennent la parole. Voilà. Ah ouais. Ça les dérange pas. C'est très rare d'avoir une fille qui va d'un seul coup parler alors que c'est pas son tour de parole. En général, elle attend que l'autre ait fini, etc. Les garçons, beaucoup moins. Oui, il y a ce truc d'interrompre souvent, et puis on le voit même dans des discussions tous les jours, en fait. Régulièrement, quand on discute avec des hommes, il y a toujours ce moment où on va se faire interrompre quand on explique des choses. Donc, c'est aussi reprendre cet espace. Et ce qui était intéressant justement, c'est que les garçons, quand la prof leur a dit tout ça, ils étaient vraiment, mais pourquoi elles prennent pas plus la parole aussi? Et parce que c'est toute une éducation, parce que nous, on nous a appris à rester sages, droite sur notre chaise, à pas faire de bêtises. Donc en fait, c'est des conditionnements qui fait que quand on grandit, on se tait. Non, mais c'est vrai, il y a encore beaucoup trop de stéréotypes. C'est l'inverse pour moi, c'est pour ça, là, je suis un peu hors conversation. Moi, plus j'ai grandi, plus je l'ai ouvert, donc... Bah oui, mais heureusement, mais petite. Petite, t'étais comment? Petite, je ne pouvais pas parler, mais c'était une femme qui, moi, me prenait l'espace de parole. Ah, mais ça n'empêche pas, parce qu'en fait, elles sont... tous ces garçons que moi j'ai en classe, ils ont des mamans. Hein. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a bien un problème très général, en fait. C'est que, effectivement, je pense que moi je le dis souvent, hein, moi j'ai 2 garçons, j'élève mes garçons pour que ce soit des hommes ouverts et bienveillants, et c'est mon rôle, mais effectivement, c'est pas le cas à chaque fois. Les hommes aussi. Non, voilà. C'est pas des garçons qui sont élevés par des hommes qui fait qu'ils sont comme ça. Non. Ils sont malgré tout élevés par des femmes. Oui, et puis en plus, c'est aussi la société. Hein, je pense qu'il y a tout un concept, il y a
les parents, bien entendu, mais à l'extérieur de la maison, il y a aussi la société, il y a ce qu'ils regardent sur Internet. Et puis, en fait, je sais pas si vous avez vu la série Adolescent, moi, ça m'a un petit peu retourné. J'ai pas été au bout, me spoil pas, mais j'ai regardé. Non, mais sans ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça soulève aussi que, en fait, un garçon qui grandit, son rapport à la masculinité va être autant touché par l'éducation qu'il va avoir que par l'école, ce qu'il voit sur Internet. Et on peut pas savoir tout ça. Donc, et puis pareil en tant que fille, enfin je dis pour les garçons, mais c'est pareil en tant que fille. Et nous, parce que du coup on manque de représentation, c'est compliqué. Si vous voulez, j'ai même les petits chiffres. Allez, donne-nous les chiffres. Tu nous en as parlé depuis tout à l'heure, je n'attends que ça. Non, parce que c'est super intéressant. C'est un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et les hommes qui a été publié le 7 novembre 2023 et qui dit que par exemple sur YouTube, TikTok et Instagram, ils brassent un petit peu pour voir la place des femmes dans ces plateformes et que parmi, par exemple, sur YouTube, les 100 contenus les plus regardés, il n'y en a que 8 qui proviennent de chaînes gérées ou co-gérées par des femmes. D'accord. Donc c'est vraiment une mais est-ce que c'est pas l'utilisation des femmes? Peut-être que les femmes vont moins sur YouTube et les hommes plus, non? Est-ce qu'on en parle de ça? Pourquoi il n'y a que 8% de chaînes gérées par des femmes qui sont regardées? Est-ce que les femmes vont sur YouTube regarder des podcasts ou écouter? Est-ce qu'on je sais pas, mais en tout cas, moi je vois en ayant des ados à la maison, en fait, les youtubeurs, il y a un côté un peu star du garçon. Et en fait, la fille, elle a toujours un côté. Genre, elle est un peu bête, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a rien su faire d'autre. Alors qu'en fait, le garçon qui fait ses vidéos YouTube, c'est vachement bien et ça devient une star. Il y a quand même encore une représentation très légère des femmes. Et en tout cas, elles sont pas prises au sérieux, alors que finalement, les mecs sont drôles. Et après, on n'accorde pas la même place, de toute façon. Et c'est beaucoup l'algorithme aussi. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que l'algorithme fonctionne, c'est-à-dire que quand un contenu est populaire, il va aller le mettre en avant. Et il va pas mettre en avant des contenus, parce que des nanas qui font des bons contenus, il y en a plein sur Internet. Mais c'est juste que du coup, ils ne vont pas être mis en avant. Et que effectivement, sur les cercles vont être très restreints. Et que YouTube, si on prend l'exemple de YouTube, à la base, il y avait beaucoup de vidéos. On appelait ça les podcasts à l'époque, mais c'était principalement que des hommes. Norman, Cyprien, c'était beaucoup d'hommes. Il n'y a eu que Natou, à la limite, après, qui faisait... c'était la seule femme qu'on connaissait qui faisait des vidéos, en tout cas sur la partie humour. Et après, du coup, en fait, c'est déjà le fait de se lancer qui est compliqué. Et les conséquences qu'il y a derrière. Parce que, peu importe, moi je vois des nanas super qui font des contenus d'histoire, etc. Mais à chaque fois, les commentaires, ça tourne autour de leur physique. Et pas pour les hommes. Et pas pour les hommes. En général, on va parler du contenu pour les hommes, mais les femmes, on va parler tout le temps de leur physique. Même les commentaires positifs, hein, j'adore ta robe, non. Mais on s'en fout. Mais c'est clair. Je suis en train de raconter quelque chose. Non, mais puis tu vois, même sur les contenus proposés, tu vas avoir quand ils vont faire tu vas regarder des vidéos qui veulent être humoristiques. Alors, le mec il va se mettre en string, il va montrer ses fesses. Il en a fait ça, alors qu'elle pourrait faire exactement la même blague, entre guillemets, et ça passera pas du tout de la même manière. Le mec il est drôle à ce moment-là. Si la fille, d'un seul coup, elle s'échange et puis elle met un slip de mec, on va dire. Ça va pas être drôle et ça va pas passer, quoi. Ouais, moi j'ai pas les rêves parce que je trouve ça drôle ni dans une situation ni dans l'autre. Mais au final, il y a des choses comme ça. Je suis pas assez jeune, je crois. Non, mais il y a des choses comme ça quand tu dis un mec qui monte son cul, si ça fait rire, si c'est une fille qui monte son cul, les commentaires ça va pas du tout être la même chose. Donc il y a quand même encore un rapport. Là, j'ai regardé ça, je sais plus sur quoi là. Il y a un court-métrage qui est sorti où justement. Sur le port la nécessité du bikini là. Oui, j'ai vu sur Arte. Ouais, et que pourquoi les filles et les garçons tout petits, alors que ni l'un ni l'autre n'a de sein, la fille elle doit quand même porter du tissu à cet endroit-là, alors que le garçon non. Donc il y a déjà de toute façon des différences de départ qui font que. Oui, c'est ça, même nos corps dérangent en fait.
J'ai vu un réel justement ce matin d'un homme qui critiquait ça parce qu'il y avait vraiment des hommes qui disaient ouais non les femmes en bikini c'est choquant pour les enfants mais vous voulez qu'on fasse quoi, qu'on se mette dans le sable, qu'on sorte juste la tête du sable pour plus choquer ou... Ouais, alors que le mec qui est en caleçon, bon bah voilà, il est en caleçon. Oui. Pas... Puis les bidons de bière avec des slips troués et tout, on en voit tout le temps, mais ça choque pas. Non, mais il y a quand même encore tout un... Et c'est normal, je trouve, après que justement, même une nana qui va se lancer sur YouTube face à cette machine-là, qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors oui, elle va proposer peut-être quelque chose de différent, mais justement, à cause de l'algorithme, ça va avoir du mal à être mis en avant. Oui, et puis il y a aussi aujourd'hui, il y a beaucoup cette culture d'insulter et de critiquer aussi, qui est très importante. Et cette culture, elle existait déjà. Moi, je me souviens quand j'étais adolescente, sur même tous les débuts des réseaux sociaux, etc. Il y avait ça, mais souvent, déjà à la base, ça venait de forums de jeux vidéo. Jeuxvideo.com, les forums d'adolescents, etc. Donc déjà, très codifié masculin. Et donc, il partait à la chasse, au harcèlement. Il se mettait d'accord pour harceler une personne et ils allaient commenter sa vidéo. Et souvent, ça pouvait tomber sur des femmes. Donc, je pense que déjà, l'espace sur Internet, sur beaucoup de points, est très pris d'assaut par ce genre de comportement et du coup c'est difficile parce que c'est dur en fait d'être face à ce genre de commentaires, de réalité et ça crée des peurs derrière de se dire moi j'ai pas envie de me confronter à ça, au harcèlement, aux critiques, c'est dur d'aller au-delà de ça quoi. Mais alors pourquoi avoir choisi cette cible ? Parce que pour moi, je pense que c'est important qu'on prenne quand même cet espace de parole et qu'on dise merde. Voilà. Oui, que c'est important parce qu'on ne peut pas vivre dans la peur constante c'est comme sortir dans la rue. On ne peut pas vivre dans la peur constante de se faire agresser au coin de la rue, sinon on ne sort jamais de chez soi. Et c'est pareil en fait sur Internet parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'est-ce que les personnes en face ratent si toi tu délivres pas ton message, parce qu'on a tous des choses importantes à dire et que peut-être qu'il y a une personne ici dans ce monde qui a besoin du message que tu leur délivres et que ça va créer un impact chez cette personne, un déclic et si tu te tais aujourd'hui, ça créera jamais le déclic. Donc c'est qu'est-ce que ces personnes ratent. Et j'aime bien partir de ce postulat parce que des fois ça crée des choses, oui c'est vrai en fait ma parole, elle compte, tout simplement. Et je pense qu'on nous a tellement dit, en tant que femme, pareil, que notre parole ne comptait pas. Même, je vois, au niveau des victimes, le mouvement MeToo a énormément changé beaucoup de choses par rapport à notre parole, même si elle n'est pas toujours prise en compte. Mais déjà, de se dire, ta parole compte et ça peut avoir un impact derrière. Ouais, le pas de vague, quoi. Ouais. Alors après, je vais faire un peu le contre-pied, parce que quand même, c'est ça qui est intéressant. Nous, on parle de choses plutôt personnelles dans le podcast. Et donc, nous, on a du mal à trouver des garçons. Des garçons. Pour venir témoigner. Oh, ça va, on en ouais, reçoit mais au deux final, aujourd'hui. C'est quand même... Bah oui, mais on va les chercher quand même. Mais parce qu'on a plus de copines. Oh, mais même moi, j'arrive à demander aux garçons et... Ah ouais, et je trouve que parfois, quand il faut creuser et parler de choses vraiment... essentielles et profondes. Les garçons, ils sont aussi pris par ce truc de société où il faut qu'ils soient forts et... Il faut qu'ils soient déjà connectés, sinon on ne va pas les inviter, ils vont pas se trouver bizarres. Oui, mais du coup, il y a une espèce de déséquilibre aussi du contenu aussi parfois parce que je pense que les femmes peuvent apporter quelque chose peut-être des fois dans des discussions un peu plus profondes et à ce moment-là, je trouve que c'est bien parce qu'elles peuvent aussi attirer les garçons dans exprimer leurs émotions, voilà, tu veux dire exactement, dans ce côté-là. En direct, sur un podcast, sans avoir été entraîné avant. Écoute. Après, c'est bien ce que tu mentionnes parce qu'en fait, le patriarcat, de toute façon, ne dessert pas que les femmes. Ouais. En fait, c'est juste que les hommes ont l'impression que ça leur sert beaucoup plus, mais foncièrement, rien que dans l'éducation, on les empêche d'exprimer leurs émotions. Donc ils grandissent avec l'idée que il faut pas pleurer, il faut pas exprimer des émotions et du coup ça devient des adultes frustrés qui n'expriment que la colère ou la joie et qui savent pas reconnaître et après on en parle comme si c'était des enfants en mode c'est bien, il a appris tellement à exprimer ses émotions. Il est gentil. Il est très gentil. Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que donner la parole aux femmes, ça peut permettre aussi de tout rééquilibrer parce que plus il y aura d'égalité, de prise de parole et
et peut-être de sujets soulevés différents, en fait, de la part des femmes, peut-être par rapport à certains hommes, plus les hommes aussi, ceux qui sont un peu laissés de côté, peuvent s'y retrouver, parce que finalement, les Complètement. émotions, on les a tous, en fait, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et on devrait tous avoir un regard assez commun par rapport à ça. Et alors qu'on voit que pas du tout, en fait. Les émotions sont pas du tout vécues de la même manière si on est un homme ou si on est une femme. Donc je pense que de donner la parole aux femmes, ça permet aussi de rééquilibrer et peut-être d'aider aussi ces hommes qui ont aussi peut-être besoin de s'exprimer et qui se sentent un peu brimés par Complètement. justement toutes ces contenus masculins qui leur Toxiques, correspondent pas ouais. non plus, quoi, en C'est fait. ça. Et ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir combien d'hommes n'osent pas, ont Ouais. peur de prendre la Mm. parole en public par rapport à ces dictats-là. C'est clair. Ça se trouve, en fait, on est tous d'accord sur la même chose. Moi, Mm. je suis très naïve, mais personne ne se le dit parce que tout le monde se cache. Mais je pense que de toute façon, dans les deux cas, enfin, peu importe le genre, on a tous et toutes à sa portée en fait. Bah, Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une guerre. Ceux qui disent que le féminisme, par exemple, c'est une guerre contre les hommes, etc. Mais non, pas tant que ça. En fait, c'est juste le fait de comprendre les enjeux, de rééquilibrer la balance et de dire, ok, bah, peut-être que vous devriez peut-être apprendre à exprimer vos émotions, mais c'est comme nous, on doit aussi apprendre à être plus direct, à aller plus dans « je veux ça » et je l'obtiens en fait. Et je pense que quand aussi en tant que femme, on a ce switch dans sa tête de se dire « ok, je sais pas, aller demander une promotion, aller avec la même énergie qu'aurait un homme et la même confiance qu'on n'a pas toujours, parfois ça change beaucoup de choses. Donc je pense que c'est fait pour avoir un équilibre, il faut qu'on soit dans communication, sans surprise. Ouais, et puis pareil, il y a des sujets qui touchent plus les femmes et où finalement, des fois, les hommes sont ignorants, mais parce que Oui. ils savent pas. C'est ça. Et en fait, il y a que les femmes qui, à ce moment-là, peuvent apporter aussi quelque chose. Je vois par exemple un sujet vraiment basique, les règles. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, on n'en parlait pas, mais c'était pas tabou, mais juste on n'en parlait pas, en fait. Moi, j'étais dans une famille plutôt ouverte par rapport à ça, mais donc il n'y avait pas de côté, on n'en parle pas, faut le cacher, tout ça. C'est juste, on n'en parlait pas, et avec les copines, on n'en parlait pas. Et c'est plus du tout un problème pour ma fille, en fait. Ma fille, Mais tu savais qu'elles arriveraient, tes règles, du coup, tes parents t'avaient ah oui, quand même oui, expliqué. ah oui, j'étais au courant, mais c'est vrai qu'après, c'était un non-sujet. Et même avec les copines, c'était un non-sujet, en fait. C'est-à-dire, je pense que ça nous faisait même pas... On n'avait pas l'impression de s'empêcher d'en parler. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Et il n'y avait pas de côté sale ou quoi que ce soit, on n'en parlait pas. Alors que c'était pas du tout la même problématique pour ma fille. En fait, ma fille, dans sa classe, elle savait exactement qui avait ses règles, qui les avait déjà eues, pas eues, enfin bon. Et je trouve que ça, par exemple, c'est un sujet qui se démocratise. Je vois de plus en plus de femmes qui sont capables de dire « je vais pas bien parce que j'ai mes règles Ouais. ». Alors qu'avant, c'était une phrase que tu ne pouvais même pas entendre, Non. en fait. Et maintenant, oui, oui, comme autant on peut arriver en disant ouais, je suis pas en forme, j'ai mal à la tête, on peut arriver en disant je suis pas en forme, j'ai mes règles. Et je trouve qu'il y avait une ignorance aussi des hommes, mais parce que les femmes n'en parlaient pas. Donc je pense que faire parler les femmes, c'est aussi leur faire comprendre aux hommes ce qui peut arriver. Si on revient sur des sujets comme l'endométriose, oui, mais peut-être que si la parole est plus donnée, il y a peut-être plus moyen qu'ils accèdent aussi à ces contenus-là et à ces problématiques peut-être plus féminines. Et en tout cas, ceux qui ont envie de pouvoir les comprendre. Parce que parfois, je pense qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas, en fait. Mais je pense, en fait, vous dites la même chose. En fait, il faut juste qu'ils apprennent aussi à plus écouter ce qu'on a et à arrêter de remettre en question ce qu'on vit et nos vécus, en fait. Parce que souvent, on voit ça, même dans des cas d'agression sexuelle, toujours la parole est remise en question. Ah oui, mais en même temps, je pense que... c'est soit comme on est habillé, etc., soit carrément, bah non, c'est pas possible, elle fait ça pour la célébrité. Qui veut faire ça pour la célébrité ou l'argent? Personne. Surtout que ça ne rapporte absolument rien. Et donc déjà, c'est effectivement d'offrir cette écoute. Ouais. Et effectivement, aussi de prendre la parole sur ces sujets-là. Parce que comme tu dis, moi, quand j'étais adolescente, on chuchotait « Ah, t'aurais pas une serviette ?» Et on se passait de manche en manche la serviette parce qu'on voulait pas montrer une fille qui avait une tache sur le pantalon, c'était dégueulasse. Du coup, c'était la honte. Alors maintenant, j'ai un frère de 15 ans et je lui demande comment c'est. Il me dit « Bah, je sais pas, non, elles le disent, quoi. » Ouais. Ah, moi, elle me disait, ma fille, ils peuvent rentrer en classe, ouvrir la porte et dire « Est-ce que quelqu'un a une serviette ?» Et il y a tous les garçons, il y a tout le monde, il n'y a pas de gêne. Et heureusement, parce qu'en fait, c'est quelque chose que les femmes vivent depuis la nuit des temps et ça sera pour toujours comme ça. Donc il y a un moment, c'est pas un non-sujet en fait, c'est fait partie de nous en fait. Donc, Ouais.
Encore une fois, je suis hors sujet, moi j'en ai toujours parlé. Je parle de tout Bah là, ouais, depuis mais tout le temps. et tant mieux, heureusement. En tout cas, c'est vrai que les nouvelles générations, j'ai beaucoup d'espoir même sur leurs engagements, etc. Mm. C'est des générations qu'on caricature beaucoup, mais qui ont beaucoup de choses à donner aussi, je pense, et qui osent beaucoup plus Ouais. que nos générations. Donc voilà. Et moi j'ai une question, Manon, pourquoi le format audio? Euh, Pourquoi avoir choisi ce type de format? Tu as fait de la radio, les podcasts, accompagné sur les podcasts, pourquoi ça spécifiquement? Je pense que j'aimais bien. Alors, au départ, c'était plus par facilité, parce que du coup, j'ai fait de l'image aussi, mais c'est pas le même travail, l'image. Et que l'audio, aussi le podcast, là, c'était purement stratégique aussi, parce que le podcast, c'est quelque chose qui est en train de grandir aussi. Et je me suis dit que c'était le bon créneau à prendre au bon moment avant que Mm. que ça explose dans tous les sens. Donc voilà, franchement, c'était purement stratégique. Mais c'est pour ça que je me suis aussi appelée ta coach média et pas ta coach podcast, Mm. parce que j'aime l'idée de la globalité médiatique et j'exclus pas l'image, de reprendre l'image à un Ouais. moment donné. Mais c'est juste que voilà, j'ai fait beaucoup d'images avant, j'ai eu besoin d'une pause, il y a eu beaucoup le syndrome de l'imposteur aussi, Mm. euh, parce que la qualité de l'image sur YouTube a explosé et du coup je me sentais plus légitime de prendre cette place. Donc ça fait des années que j'ai pas repris ma caméra. C'est quelque chose que j'ai très envie de reprendre aussi à un moment donné. Mais du coup, je me suis dit par facilité, par confort aussi, de me dire, bah, j'ai fait la radio pendant 2 ans, je sais ce que c'est, je vais me diriger vers le podcast, quoi. Mhm. D'accord. Et pourquoi les femmes par la voix? Mm. C'est ça qui m'intéresse, parce que tu peux aussi donc les diriger par l'écriture. Pourquoi ne pas lancer son business et faire une bonne com écrite? Pourquoi tu penses que c'est important qu'elles prennent la parole? Enfin, on va peut-être revenir au même sujet, mais il y a d'autres espaces par lesquels elles peuvent Mm. communiquer. Bah, je trouve la voix, il y a quand même la voix, il y a quand même euh, un, un truc de connexion Mm. un peu plus intimiste. Parce que l'écriture, oui, c'est bien, mais finalement, ça connecte pas aussi loin qu'une voix dans les oreilles, dans le quotidien. En plus, un podcast, ça s'écoute vraiment dans le Mm. quotidien. Donc, Mm. il y a une proximité qui se crée par le podcast qui se crée pas par même l'image, hein, c'est pas du tout la même chose parce que l'audio laisse beaucoup plus place aussi à l'imaginaire. Et le fait d'avoir un podcast, notamment dans son entreprise par exemple, Mm. ça permet aussi de rendre, de se placer comme un peu, pas, ouais, Sachant. ouais, exactement, une personne qui a les compétences, de légitimer aussi encore plus sa posture, de renforcer sa posture, c'est ça que je voulais dire. Pas légitimer, mais renforcer la posture. Et ouais, je trouve que l'audio, c'est quelque chose d'intéressant. D'accord. Et Mais puis, j'y pense parce que moi je fais pas d'audio pour ma boîte, mais ça se trouve je vais me lancer. Mais ouais. ouais, Mais je trouve que quand tu t'écoutes un podcast, en fait, le fait d'avoir que le son, ton cerveau, il ouais, focalise plus. c'est vrai. Il n'y a pas de perte d'information. Mm, mm, Alors mm. que quand tu commences à avoir de l'image, bah, tu vas regarder aussi comment sont les gens, Mm. leur mimique de visage, le machin. Alors ça donne d'autres infos, hein. Mais je trouve que des fois, pour juste avoir du contenu, il y a un côté à la fois intimiste et à la fois, bah voilà, tu peux pas te perdre dans d'autres choses Mm. en fait, parce que ce qui compte, c'est les mots qui sortent de la bouche. Et je trouve après, il y a une sensibilité à la Aux sincérité, intonations. voilà, la Ouais. sincérité de ce qui est dit en fait. Et puis après, moi, je suis hyper sensible aux voix. Ouais. Donc, Oui, puis tu ressens l'énergie des gens avec la voix aussi. Il y a quelque chose, en fait, par exemple, imaginons, je suis coach business, bah, c'est super intéressant de proposer un podcast parce qu'on va voir Mm, si mon énergie elle match avec la personne en mm. face, si mes compétences et ma manière d'aborder les choses, enfin, il y a des personnes qui sont réceptives et puis ça permet de faire une espèce de tunnel de les personnes sont sur ta page Instagram et hop, de manière générale, tu as peut-être 500 personnes, mais il y a peut-être 20 personnes qui vont écouter et qui vont suivre chaque semaine ton épisode de podcast et c'est ces 20 personnes que tu veux garder, à qui Mm, tu veux mm. t'adresser le plus en fait. Donc c'est aussi retenir les personnes, les stimuler. Créer un
lien. Créer un lien. Et puis, ouais, je trouve effectivement le podcast aussi a le côté, la simplicité du format. Parce que, enfin, si on reprend la vidéo, il y a l'image en plus. Alors, comme on a parlé d'espace médiatique, déjà, prendre la parole, c'est compliqué, mais en plus, se montrer, c'est 2 fois plus compliqué. Ouais, parce que là, par L'image, exemple, on peut être complètement décoiffé et de ressembler à rien. Et en fait, à partir du moment où au niveau des mots et de la voix, ça marche, C'est ça. ben c'est bon. En fait. Et ce n'est absolument pas le cas. Si vous êtes non. en pyjama, j'ai vu pilou. Et On est un voilà. peu en détente. Et ça permet ça quand même. Oui, il y a ce format très simple et même au niveau du montage, c'est beaucoup plus simple que l'image. Parce que l'image, il faut coordonner l'image, la voix, qu'il n'y ait pas de glitch qui se crée à l'image ou de Précise saut. glitch pour J'essaie ceux qui de- sont pas... Ouais. Comment j'explique ça? C'est le fait d'avoir une coupure trop nette Mm. et que ça saute en fait, que l'image elle saute un petit peu et c'est un peu moche à l'image. Donc il faut l'image c'est autre chose à travailler. Il y a les transitions, les machins. Alors que l'audio, on peut faire des formats très sympas et très complexes avec l'audio. Mais de manière générale, on peut aussi juste allumer son téléphone et s'enregistrer. Exactement. Voilà. C'est le petit secret de dire est-ce que c'est normal. C'est notre matos. Ouais, c'est ça. Un téléphone, on est bon. Et donc là, tu peux nous expliquer ton offre d'accompagnement précise si les gens, là, s'il y a une femme de 40 ans qui est en plein divorce et en pleine remise en question et qui s'ennuie dans son grand J'en appartement. entends parler longtemps. Oui. Qui a envie de se lancer et parler de ses flux menstruels ou autres pour devenir référente de ce sujet précis. Comment elles font pour te contacter? Alors, je précise, si vous n'avez pas 40 ans en plein divorce, c'est OK aussi. J'essaie Mais de si vous trouver l'êtes- un secteur niche. Le secteur truc niche, très peut-être. niché. Ouais, c'est ça. Mais si vous avez 40 ans et que vous êtes en plein divorce et remise en question de votre vie, aussi. Je prends aussi. Voilà. Du coup, moi, c'est vrai que mon accompagnement, il est sur 3 mois. Et en fait, j'ai un premier mois, c'est le mois généralement que tout le monde adore, c'est le côté idéation, où j'accompagne vraiment. L'idée, c'est pas juste d'avoir une idée de podcast, mais de connecter aussi, d'avoir quelque chose qui nous fait vibrer et sur laquelle on a envie de tenir sur la durée. Et puis après, stratégiquement, comment faire un rétro-planning, s'organiser, trouver ses angles, ses sujets, etc. Et puis après, on rentre dans la partie un petit peu plus technique de comment poser sa voix et on vient préparer aussi le kit de lancement qui est composé de l'épisode 0, du générique qui est composé par un compositeur avec qui je travaille. Super. Ouais. et puis le premier épisode aussi. Et puis après, la troisième partie, ça va être un peu tout ce qui est montage, bien entendu, apprendre à diffuser et préparer son lancement, donc toute la communication autour d'un lancement. Et donc du coup, l'idée, c'est d'accompagner le projet. Enfin, c'est pour ça que je prends que 6 personnes à chaque fois, parce que ce qui est intéressant, c'est d'accompagner et de pouvoir guider le projet de manière plus personnalisée et de donner des clés. Et puis voilà, après ça fait des super projets. Mais c'est génial. Et on peut suivre aussi ta page Insta. Oui. Je sais pas si t'as Facebook, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas Facebook. C'est Désolée pas pour ta génération. Oui, je sais. Mais les meufs de 40 ans sont sur Facebook. On peut pas être partout. Donc, t'as Mais j'ai une super bonne page. page Instagram. Ouais, Voilà. j'avoue, elle est stylée ta page. Merci. Une autre question, Alexandre? Ouais, donc tu disais, donc on te contacte et il y a déjà un premier rendez-vous téléphonique pour voir si ça connecte aussi Oui. entre vous en fait. C'est ça, en visio, du coup on se voit en visio, donc c'est un rendez-vous qui dure généralement une vingtaine de minutes. C'est histoire de voir effectivement si l'avancée aussi du projet. Donc moi j'accompagne autant les personnes qui sont en phase ok, j'ai une idée, j'ai une piste et on va aller creuser cette piste, que les personnes qui savent sur quoi elles veulent se lancer, et donc du coup on vient creuser aussi tout ça. Donc c'est histoire de voir leur motivation aussi, parce que parfois c'est juste oh non, je veux juste faire un podcast pour mon business, mais il n'y a pas de motivation à vouloir communiquer, connecter avec les autres, etc. Donc voilà, et puis c'est aussi une question de feeling, parce que je les accompagne pendant 3 mois, c'est important. C'est pour ça que je parlais de connexion entre c'est toi clair. et l'autre, quoi. Et est-ce que tu aurais 2-3 conseils gratuits comme ça à donner à celles qui se disent oh. Gratuit, je sais pas, hein. Vous avez 10 € par conseil qui ont envie de se lancer, tu vas dire, des conseils.
Alors, j'essaye de chercher autre chose que Lancez-vous. oser, Oui, lancez-vous. j'allais dire la même chose. Faites-le. Parce que Point. ouais, voilà, je trouve que c'est pas si évident. Je dirais que la première chose, c'est d'abord de s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te lances pas, mais de manière un peu plus profonde, parce que souvent des blocages comme ça vient toucher en fait des insécurités. Donc, quelle insécurité ça vient toucher? Et est-ce que aujourd'hui tu te sens prête à aller au-delà de cette insécurité? La deuxième chose, c'est d'arrêter de voir la communication comme une tare, mais de le voir comme un terrain de jeu et de dire que créer un réseau social ou un média, etc., c'est un super moyen de pouvoir connecter avec les autres et de transmettre un message. Et puis la troisième, c'est justement d'aller creuser peut-être le message qu'on a envie de développer, parce que c'est important, et de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde en fait, et qu'est-ce que j'ai envie que les autres retiennent, et là si je rencontre une personne qui est dans une situation particulière, avec quoi j'ai envie qu'elle reparte en fait. Et moi, j'en aurais un peut-être à ajouter. Ouais. Je pense que quand on a du mal à se lancer pour créer un podcast, peut-être qu'une des solutions, ça peut être aussi de participer à un podcast en tant qu'invité pour voir comment ça se passe. Parce que finalement, là, cette discussion, on aurait pu la voir sans micro ouvert. Ouais. Et comprendre qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui est bienveillant, qui de l'ordre de la discussion. Donc c'est quelque chose pas compliqué, qui ne demande pas des compétences au départ. Et déjà, ça peut rassurer sur le fait de ce qu'est un podcast si on est resté qu'au stade où on en écoutait en fait. Et démystifier, ouais. Voilà, démystifier le truc, de voir que finalement, oui, c'est pas si... je peux peut-être le faire du coup. Je peux peut-être moi-même l'animer parce que c'est chouette et que c'est sympa. Parce que j'ai vu faire. Voilà. Nous, on recherche tout le temps des invités. Voilà. Alors des hommes, a priori, parce qu'on on est en prend galère. aussi la femme de 40 ans qui est divorcée. Pas. Oui, pour dire que voilà, elle existe. Est-ce que c'est normal de divorcer à 40 ans? Pour lancer son podcast. Mais je pense que ça permet de démystifier puis de se rendre compte que c'est quand même un moment bien sympa. Bah ça c'est clair, et puis il faut aussi oser demander aux gens, justement en fait, ne pas rester dans son coin et se dire ah non, j'ose pas, non, envoyer un message. Au pire du pire, vous recevez un non, mais c'est très rare les noms quand même. C'est ce qui s'est passé avec nous en fait, on se connaît c'est pas. vrai, vous m'avez refusé directement. Non mais après on essaye, si la personne elle veut pas, c'est pas grave, on demandera à quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que si on demande pas, on est sûr qu'il y a rien qui se passe. Rien, C'est clair. Il faut savoir prendre les opportunités. Oui. Et c'était très chouette, Manon. Moi, je suis très intéressée pour justement maintenant monter mon podcast pour ma propre entreprise. J'ai 40 ans passés et je ne suis pas divorcée, mais j'ai un chat, ça peut peut-être rentrer dans les standards. Dans les chiffres. C'est un chat qui vaut plusieurs enfants. Hein. Exactement. Donc je vais y réfléchir, mais en tout cas, c'était très chouette. Merci à toi d'être venue. Sur notre petit micro de téléphone pour l'instant, partager avec nous ton expérience et peut-être donner envie, on espère ouvrir la voie à des femmes qui se disent mais oui, j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Ou juste je me lance, même si vous vous lancez seul, ça me va très bien, mais dites-le nous et dites-le nous quand même. Que c'est grâce à elle, on lui transmettra quand même. Hein. Oui, il faut. Moi, je veux juste voir plus de femmes s'exprimer, prendre l'espace de parole, oser surtout. Enfin, franchement, je trouve que le fait d'oser et de pas trop cogiter, de mettre de côté tout ce qui est perfectionnisme, etc., et juste d'y aller, quoi, de foncer, c'est... On apprend tellement de choses comme ça et on apprend à lâcher prise sur beaucoup de choses. C'est clair. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. On a une dernière question pour la fin. Ah bon? Ben oui. Ah oui. Attends, je réfléchis. Manon, Sophia, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal d'avoir peur de prendre la parole quand on est une femme? Moi, je pense que oui. C'est normal parce qu'il y a des vraies conséquences derrière qu'on a pu aborder, et puis un manque de représentation. Donc on se dit peut-être que moi j'ai pas ma place, mais c'est pas parce que c'est normal qu'on peut pas aller au-delà de ça et se dire ok, c'est normal d'avoir peur, mais est-ce que ça m'empêche d'y aller en fait et de le faire? Ouais. Et moi je suis tout d'accord avec toi, donc je rajoute rien à ça. Merci Manon. Merci Manon. Bisous. Bisous.